aujourd'hui. Parce que comme ils sont nombreux, quand ils parlent, tu sais, il faut tourner, tu tournes. Donc on va dire bonjour. En tout cas, merci à tous d'être là. Ça va être super. Mais on est dans le noir aujourd'hui, je trouve. Il fait très sombre. On va apporter la lumière. Suite et fin de la matinale, merci d'avoir été avec nous dans un instant au bar de l'économie et d'autres informations valdoisiennes à partir de 12h15. Florence et nombreux invités vous accueillent jusqu'à 10h30. Très bonne émission. C'est Francky qui essaie de réparer la porte. Bon. Si Véronique n'est pas là, notre experte en économie, on passera à la chronique santé avant. C'est pas la dame qui est derrière? Non, la dame qui est derrière, c'est pour Christophe. Ah, on a 3 minutes d'avance. Yes. C'est bonne note. 3 minutes à te supporter en plus. 3 minutes en plus, vous me supportez aujourd'hui. Bonjour Florence, en pleine forme ce Bonjour matin. Christophe, en pleine forme, tout le monde est en pleine forme, tout va bien, il Génial. pleut, c'est la fête à la grenouille. Mais les éclaircies vont pas tarder à revenir. Start-up, environnement, politique... Biodiversité, biomimétisme, aujourd'hui c'est notre thème central, avec bien sûr une start-up comme d'habitude, une start-up à l'honneur aujourd'hui. Eh bien, très bonne émission une nouvelle fois Florence jusqu'à 10h30. Présentez-nous donc ce joli parquet de personnalités qui sont venues ce matin dans nos studios. Après le jingle, je le fais tout de suite. Ça y est, il est déjà passé le jingle. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler biodiversité et biomimétisme. Bienvenue au bar de l'économie. Rejoignez-nous sur Facebook, page Bar de l'économie, pour voir la vidéo en direct et bien sûr en FM 98.0 ou en web radio sur Internet, ça veut dire, c'est-à-dire idfm 98.fr. Alors, émission spéciale biodiversité et biomimétisme réalisée grâce à notre expert Nicolas Buchou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du Cercle Grand Paris, le think tank de réflexion, et vous êtes aussi membre du bureau exécutif du CIBI, le Conseil international biodiversité et immobilier, qui porte d'ailleurs le label Biodiversity. Alors, grâce à vous, on peut faire une très belle émission aujourd'hui, car l'actualité est riche, elle porte sur les enjeux de biodiversité, d'économie circulaire et plus généralement sur l'environnement et sur notre qualité de vie. Cet engagement citoyen s'inscrit dans la recherche, dans le développement économique et dans la transformation de la société. Alors aujourd'hui, grâce à vous, Nicolas Buchou, on reçoit Thierry Laquitaine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Circolab et directeur investissement socialement responsable chez AEW, un gestionnaire d'actifs immobiliers en Europe. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous représentez une société qui est filiale du groupe Natixis et de la Banque Postale. À nos côtés, Alain Renaudin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Biomime Expo qui a eu lieu le 11 septembre dernier à l'Hôtel de Ville de Paris et le 22 octobre à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Vous êtes aussi le fondateur de New Corp Conseil, un cabinet de conseil qui se positionne entre stratégie de communication et d'opinion sur le RSE et le développement durable. À nos côtés également Hélène Soublet, bonjour. Vous êtes directrice générale de la FRB, la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Agir avec la recherche pour accroître les connaissances sur la biodiversité. Eh bien, la Fondation est une plateforme entre les différents acteurs scientifiques et les acteurs de la société, notamment basée sur la recherche. Et puis enfin, à nos côtés, notre start-up du jour, Sidney Rostand, bonjour. Bonjour. Vous êtes le co-créateur de Bioxégie, un bureau d'ingénierie et d'études spécialisé et pionnier du biomimétisme en France depuis 2018. Vous imaginez et concevez et développez des technologies bio-inspirées auprès des départements de R&D de vos partenaires et clients, évidemment, les grands groupes, j'imagine, des ETI aussi, peut-être des plus petites entreprises, on le saura tout à l'heure. Et en plus, votre société vient de gagner le premier prix d'innovation du groupe Galilée, présidé par Éric Michaud, en présence de la ministre secrétaire d'État à l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher. Mais avant de vous passer la parole, eh bien, comme d'habitude, ce sont nos infos du jour. Et bien, les voici tout de suite. Aujourd'hui, c'est donc la première info, c'est la journée du harcèlement. Saviez-vous qu'il existe 700 000 élèves
harcelés en France, eh bien, le collège de Sartrouville a mis en place la méthode PICAS qui apparaît comme l'une des plus efficaces pour traiter les situations de harcèlement. Utilisée avec succès en Finlande, en Australie et au Canada, cette méthode a été créée et développée en Suède par le psychologue Anatole Pikas. Elle consiste en une série d'entretiens individuels avec les élèves ayant pris part au harcèlement et au cours desquels on recherche avec eux ce qu'ils pourraient eux-mêmes mettre en œuvre pour que ce harcèlement cesse. En France, la seule association organisant des formations de professionnels à cette méthode est l'Association pour la prévention des phénomènes de harcèlement entre élèves, ou l'APHEE. Alors, si le collège de Sartrouville avait repéré 7 harcèlements, grâce à cette méthode, c'est plus de 30 qui ont été révélés l'année suivante. C'est dire que c'est important. Autre info du jour, eh bien, devenir actionnaire de la Française des Jeux, c'est à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 19 novembre. Le montant minimum d'investissement est de 200 €. Pour cela, il faut prendre rendez-vous avec votre banquier. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a annoncé les premiers détails de cette offre. Une décote de 2% pour toute action achetée et une action gratuite pour 10 actions achetées dès lors que l'on s'engage à les garder 18 mois. Pour investir au capital de la FDJ, il faut posséder un compte titre ou un plan d'épargne en action, un PEA si vous voulez. Il y a toujours un risque quand on investit, a déclaré le ministre, dans le capital d'une entreprise, mais il reste mesuré car la FDJ a une croissance dynamique et les chiffres de la consommation des jeux en France sont en augmentation régulière. L'État reste le premier actionnaire avec 20% du capital. Il disposera de 3 représentants au conseil d'administration et au cas où un autre actionnaire souhaiterait acquérir plus de 10% de l'entreprise, il devra obtenir l'agrément de l'État. Il n'est pas question que la FDJ passe sous contrôle de l'étranger, a-t-il déclaré. Autre info du jour, c'est la suite de notre focus sur le salon Batimat, le mondial du bâtiment qui se déroule en ce moment à Villepinte et jusqu'au 8 novembre inclus. Hier, je vous indiquais la volonté des acteurs du bâtiment de construire plus vert et je vous présentais les innovations en matière de fenêtres. Aujourd'hui, je vais attirer votre attention sur des matériaux préfabriqués pour construire plus vite et ceux qui sont labellisés biosourcés qui voient le jour. Alors, qu'est-ce qu'un matériau biosourcé? Eh bien non, cela ne signifie pas naturel comme la pierre sèche, la terre crue, les briques ou les ardoises. C'est une définition donnée par l'arrêté du 19 décembre 2012. D'ailleurs, mes invités du jour vont pouvoir me contrôler si je dis des bêtises. On doit pouvoir calculer en fait le contenu biosourcé de tout produit de construction et de tout mobilier fixé incorporé dans un bâtiment sous 3 conditions. Premièrement, le matériau doit faire l'objet d'une déclaration de ses impacts environnementaux sur une fiche spécifique qui s'appelle fiche de déclaration environnementale et sanitaire. Deuxièmement, le produit de construction ou le revêtement de murs, de sol ou de peinture ou de vernis doit être étiqueté sur leurs émissions de polluants selon le décret de mars 2011 et le produit va être classé du type A ou A+. Voilà. Et troisièmement, le produit doit être composé de bois ou de dérivés du bois et attester de la gestion durable des forêts dont il est issu. Alors, quelles innovations ai-je remarquées à Batimat dans la construction de bâtiments? Eh bien, l'une des premières sur lesquelles je voulais attirer votre attention, c'est eh bien, des résines biosourcées pour la mise en œuvre de moquettes de pierres de sol et de sols souples autodrainants. Des sols aimantés voient le jour. Une nouvelle résine composite à matrice minérale dédiée à la protection de feu. Le revêtement de sol en liège en rouleau. Le contrôleur d'animation simple et intelligent pour un éclairage architectural. Et puis aussi, j'ai remarqué la vis bois pour la fixation de connecteurs sur des éléments en bois. Et puis ensuite l'enveloppe ossature bois préfabriquée à haute performance énergétique. Le mur porteur à énergie positive en matériaux composite. Et puis la structure d'ombrière photovoltaïque lestée sans fondation. Voilà quelques petites innovations. Alors je vais demander à nos invités du jour eh bien, quelques commentaires, notamment Alain Renaudin. Vous êtes bien au courant des nouveaux matériaux. Qu'en pensez-vous des matériaux biosourcés? Il y a beaucoup d'innovations en ce moment sur les enjeux matériaux, tout simplement parce que leur impact est assez considérable. Donc biosourcing, bioassistance, bioinspiration, les lignes bougent pas mal. Il faut pas oublier qu'il faut toujours intégrer à ça ce qu'on appelle une ACV, une analyse de cycle de vie, parce que il faut prendre en compte l'ensemble des impacts. Les matériaux, d'une manière générale, doivent être mieux produits et surtout mieux conçus en amont, parce qu'on oublie souvent que la majorité des déchets peuvent être évités dans l'éco-conception en amont.
Et donc, il y a beaucoup d'entreprises qui s'intéressent à la façon de réduire l'impact environnemental lié à la production de matériaux. Et en matière de biomimétisme et de bioinspiration, on a un modèle assez génial à travers le vivant, parce que le vivant, bien souvent, produit des matériaux à température ambiante, à pression ambiante, bien souvent en milieu aqueux, mais en tout cas de manière beaucoup moins énergivore que nous, et avec une sophistication assez inouïe. Et bien souvent, le matériau bio-inspiré, il est plus économe en énergie dans ses phases de production, il est plus léger en matière. Et donc, une des manières de réduire l'impact environnemental des matériaux, c'est tout simplement d'en consommer moins et de les concevoir d'une certaine manière pour que la revalorisation en fin de vie soit plus facile aussi. Merci beaucoup Alain Renaudin pour ce commentaire. Hélène Soublet, quels sont finalement, qu'est-ce qui est le plus polluant pour vous? Quels sont les domaines, en fait, parce qu'on dit que le bâtiment est l'un des secteurs les plus polluants en France. Pour vous, c'est peut-être pas la priorité. Alors, en fait, effectivement, en termes de pollution, il y a énormément de sources de pollution. Hein. C'est vrai que le bâtiment participe à la pollution globale de notre environnement. Et c'est pour ça que les matériaux biosourcés, c'est une innovation intéressante, puisque ça permet de faire des matériaux qui vont se recycler plus naturellement, qui vont rentrer en fait dans les grands cycles biologiques, contrairement au plastique, hein, qui ne rentre pas du tout dans ces grands cycles. Mais en termes de pollution, il y a bien d'autres pollutions. Je pense que la pollution chimique, notamment due à l'agriculture et aux industries chimiques, est quand même extrêmement importante, sans doute sous-dimensionnée en fait. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas grand-chose encore de cette pollution. On constate progressivement qu'elle est présente dans tous les compartiments de l'environnement. Hein. C'est vrai pour le sol, pour l'eau, pour l'air, et y compris pour les aliments que nous consommons. Et ça, c'est un réel problème pour la santé humaine. Merci beaucoup pour ce commentaire. Thierry Laquitaine, par rapport au bâtiment, vous qui êtes gestionnaire d'actifs. Alors, le bâtiment est une activité économique à un impact environnemental considérable. Alors, bien évidemment, ça va dépendre des substances et des produits qu'on regarde et qu'on analyse, et ça va dépendre aussi du temps sur lequel on le regarde. Tout à l'heure, il a été utilisé le terme d'analyse du cycle de vie. Je ne sais pas si tout le monde est coutumier de ce terme. En fait, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est regarder les photos, c'est-à-dire regarder le spot, quel est l'impact d'une activité. Avec l'analyse du cycle de vie, on va pouvoir avoir le film, le dérouler sur toute la durée de vie d'un produit ou d'une industrie. Et ce qui est important de savoir avec le bâtiment, c'est que jusqu'à maintenant, en matière de carbone, on communiquait sur 25% des émissions de gaz à effet de serre pour cette industrie. Et plus récemment, on a des chiffres au niveau de la Commission européenne qui nous annoncent 35 à 40%. Parce que là, on regarde sur le cycle de vie. Et on réalise à quel point l'immobilier, la construction des bâtiments, est une activité impactante. Avec notamment dans le rapport du GIEC, un signalement de l'activité des cimentiers, qui représente plus de 5% des émissions de gaz à effet de serre mondiaux. Donc le bâtiment, que ce soit sur les phases amont, la fabrication des produits, que ce soit sur la construction, que ce soit sur la vie en œuvre ou sur la démolition, a un impact environnemental considérable. Merci beaucoup pour ce commentaire. Alors, dans mes infos du jour, eh bien, je vais vous donner un beau rendez-vous, métier de l'ingénieur et du scientifique à l'horizon 2040. C'est le jeudi 14 novembre à 9h à l'Université de Paris. C'est un colloque animé par notre équipe, le bar de l'économie, avec l'IESF Île-de-France et les acteurs qui façonnent la France de demain. Vous allez voir 3 tables rondes. La première, les attentes à moyen et long terme des entreprises, avec des sociétés comme Dassault Aviation, Olgir, Damae Médical. La deuxième table ronde, c'est évolution scientifique, technologique et environnementale, les nouveaux métiers, les nouvelles organisations, les nouveaux statuts, les nouvelles formations, avec le CTI, l'ANDES, le Atos, le CDEFI et Syntec Engineering. Et puis la troisième, évolution des relations intra-entreprises, nouveaux comportements, nouveaux types de management, nouveaux modes de recrutement, nouvelles formations. Impact égalité hommes-femmes avec l'ESCP, l'école de commerce ESCP Europe, Orange Lab, AABG, le CTI et puis Aroman. Alors tout ça, ça a lieu à l'Université de Paris. Pour vous inscrire, car il faut s'inscrire, eh bien il faut aller sur le site iesf-idf.fr et puis vous trouverez l'inscription
au colloque. Voilà pour mes infos du jour. Je vais tout de suite passer la parole à notre première experte du jour, Véronique Riche-Flores. Bonjour. Vous dirigez l'institut qui porte le même nom. Alors aujourd'hui, votre première expertise économique porte sur Christine Lagarde à la tête de la Banque centrale. Bonjour. Oui, Christine Lagarde qui donc a pris les rênes de la Banque centrale européenne pour 8 ans, succédant à un grand personnage, Mario Draghi, que même les non-économistes ont fini par connaître parce qu'il s'est fait remarquer et qu'il est souvent présenté comme le sauveur de la zone euro, ayant su pousser les murs finalement d'une institution qui initialement était très rigide avec des principes inamovibles qui ont finalement évolué, notamment en mettant en pratique des politiques en particulier d'achat d'actifs des États surendettés, souvent au bord de la faillite et souvent de facto au bord de la sortie de la zone euro. Donc Christine Lagarde arrive, prend ses fonctions. La difficulté, c'est que Mario Draghi en a fait tellement qu'elle arrive avec une boîte à outils à peu près vide. Hein. C'est-à-dire que les achats d'actifs, ces fameux achats d'obligations des États surendettés, eh bien, peuvent se continuer tant que les États continuent à s'endetter et tant qu'il y a donc des émissions suffisantes de titres d'endettement, d'obligations. Or, cela, avec les politiques notamment de stabilisation, des déficits publics, de meilleure gestion d'ailleurs des finances publiques, hein, eh bien, ces émissions se raréfient. Donc là, on ne peut pas aller très loin. On peut essayer d'acheter, comme l'a fait d'ailleurs la BCE ces dernières années, des obligations d'entreprise. Mais là, c'est au risque également d'entretenir un marché plutôt spéculatif. Hein. Donc si vous avez un nouvel acheteur, il y a là aussi des questions de fond sur l'équilibre ou les conséquences de ces politiques, hein, ou baisser les taux d'intérêt qui sont déjà négatifs. Je vous rappelle effectivement que le principal taux d'intérêt que fixe la Banque centrale aujourd'hui, c'est celui des facilités de dépôt des banques qui sont négatifs pour sanctionner les banques qui sont supposées, puisqu'il y a une sanction, eh bien, préférer prêter à l'économie, aux agents économiques, aux entreprises, aux particuliers, plutôt que garder leur argent. Ce qui n'a pas tout à fait fonctionné, et on voit de facto que baisser les taux d'avantage, c'est quand même problématique. On n'est pas du tout certain, ou on est plutôt à peu près certain des effets contre-productifs de cette politique. Donc Christine Lagarde prend les rênes, mais sans qu'on sache véritablement comment elle va pouvoir agir. Or, le profil de Christine Lagarde, ce n'est pas une économiste, ce n'est pas quelqu'un qui va nous faire des règles sophistiquées pour déterminer le niveau des taux d'intérêt. Non, Christine Lagarde est une politique. Et je pense qu'elle a été nommée pour sa capacité, effectivement, politique, ses relations qui se sont naturellement internationales, qui se sont naturellement développées considérablement durant sa période au FMI, sa force de conviction, parce qu'elle vient quand même en tant qu'ex-directrice du FMI comme une experte économique qui doit normalement pouvoir porter la bonne parole à l'égard des différents États de la zone euro. Reste néanmoins de se poser la question, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'une banque centrale, même une banque centrale européenne, a cette fonction qu'elle n'a pas finalement dans ses statuts, qu'elle n'a pas, d'aller au-delà de son mandat qui est celui de contrôler le niveau d'inflation, hein, parce qu'on va effectivement dans des sphères politiques et quand on montre du doigt certains États qui n'auraient pas fait ce qu'il aurait fallu, je pense notamment à sa dernière intervention, en montrant du doigt l'Allemagne, en les citant d'ailleurs, hein, l'Allemagne et les Pays-Bas comme des pays qui n'auraient pas coopéré suffisamment et donc qui auraient été un facteur de moindre efficacité des efforts monétaires, alors on est sans doute au bord, sur une frontière qui est un peu fragile, sans doute. Donc, à voir. Merci beaucoup pour cette expertise, Véronique Riche-Flores. Second sujet, c'est l'apparition de l'apaisement, je vais dire, des tensions commerciales internationales, notamment entre la Chine et les États-Unis. Oui, semble-t-il que les deux parties soient effectivement, parce que forcément cette guerre commerciale initiée par les Américains a fini dans une espèce d'escalade, c'est inévitable, ça se passe toujours comme ça, et finalement les deux en souffrent, à un point
d'être probablement fragilisé politiquement. Alors, avant de parler de Donald Trump, y compris en Chine, finalement, quand la Chine rétorque aux mesures américaines, elle augmente ses droits de douane sur les produits agricoles en particulier. Donc, ça augmente le coût de la consommation des ménages chinois et ça finit peut-être par provoquer un peu de grincement à un moment donné où l'économie chinoise souffre par ailleurs de ces mesures. De l'autre côté, vous avez un président américain qui se représente donc, les élections sont bientôt, et qui est également face à une économie qui souffre et qui a été énormément sanctionnée par cette guerre commerciale. L'idée, c'était effectivement de taper sur les voisins en espérant récupérer les fruits pour sa propre industrie. En réalité, ça a été un saccage généralisé et les exportateurs américains en payent le contre-coup. Parce que quand l'économie mondiale souffre parce qu'elle est sanctionnée par l'économie américaine, par la politique américaine, eh bien le contre-coup, c'est que les exportateurs américains en souffrent. Donc à un moment donné où la croissance américaine a duré trop longtemps, ce cycle est quand même extrêmement long, il est difficile d'être certain que la croissance sera au rendez-vous, on est un peu plus certain qu'effectivement le risque de récession est en train de monter en puissance, donc, et du coup on voit que Donald Trump est en train de reculer. Il ne faut pas qu'il perde la face par rapport à son électorat, il faut qu'il sorte vainqueur en disant voilà, regardez, j'ai obtenu au moins première phase d'un accord, puisque finalement cet accord est en train d'être saucissonné pour temporiser le processus. Il n'y aura probablement pas grand-chose dans ce premier accord, mais voilà, on sauve la face et du coup on peut annuler les hausses de tarifs programmées qui auraient probablement été extrêmement dures pour l'économie et le consommateur américain. Donc on éloigne tout de même un petit peu cette idée de récession malgré tout. Tout à fait, on joue sur un terrain fragile et puis par ailleurs, on le sait, l'industrie mondiale a souffert de cette incertitude liée au protectionnisme, la crainte de voir les tarifs, de ne pas connaître son marché de demain. Donc ça a eu un effet d'amplification d'une situation de la détérioration conjoncturelle ou de la fragilité conjoncturelle. Donc, on espère qu'effectivement, ce dossier un peu moins menaçant permette d'apaiser les esprits. On n'a certainement pas les éléments pour penser que tout va se remettre à croître et que les entreprises vont prendre des risques en investissant, etc. Mais qu'au moins, cette pilule amère, cette inquiétude qui notamment planait au-dessus des industriels européens, en particulier pour l'automobile allemande, eh bien, commence à pouvoir être mise de côté. C'est pas suffisant pour rosir les perspectives comme on le souhaiterait, mais c'est au moins un gros point noir, voilà, qu'on peut mettre un petit peu de côté. Merci beaucoup Véronique Reich-Flores pour cette expertise mensuelle. Je vous dis au mois prochain. On va tout de suite passer avec notre second expert du jour, c'est la chronique santé. Bonjour Jean-Claude Durousseau. Alors je crois qu'aujourd'hui on parle du rire et de la santé. Alors je suis avec le professeur Gilbert Deray. Vous êtes auteur de Choisissez votre destin génétique. Le rire, c'est sympa, c'est agréable, mais c'est pas très scientifique quand même. Et oui, c'est pas très scientifique parce que les scientifiques s'y intéressent pas. Et malgré tout, la grande majorité des centres de cancérologie américains font du yoga du rire pour leurs patients qui ont un cancer. Les sociétés américaines de cardiologie conseillent le rire après un infarctus du myocarde. De même pour la Société française de cardiologie libérale. Le rire, c'est très sérieux. Remontons aux origines. Un bébé de 2-3 mois, ça rit. Ça ne rit pas parce qu'on lui a appris, il ne peut pas avoir appris. D'ailleurs, un bébé aveugle, ça rit. Un bébé sourd, ça rit. Donc c'est Dame Nature qui nous a donné le rire. Tout ce que nous donne Dame Nature, c'est pour protéger l'espèce. Alors on comprend que marcher, ça puisse protéger l'espèce, mais le rire, en quoi ça protège l'espèce? Eh bien parce que le rire, ça n'a jamais été une réponse à l'humour. Le rire est un mode de communication. Le rire, ça servait à pouvoir dire à l'autre, je viens en paix, je veux jouer. Donc si vous prenez le rire comme un instrument de communication, alors c'est beaucoup plus intéressant, parce que ça veut dire qu'avec ce rire, je vais partager avec vous des instants de plaisir, des instants de désir, et que je vais vous dire, non, je veux pas qu'on se batte. Je veux qu'on échange tous les deux. Donc le rire est, oui, un instrument médical. Et je souhaiterais qu'il y ait plus d'études scientifiques et que l'Occident s'en occupe un peu plus. C'est une manière de dédramatiser des situations aussi. C'est aussi une manière de dédramatiser. Maintenant, revenons quand même aux études. Il y en a quelques-unes qui sont très intéressantes. Pas beaucoup, je vous l'accorde. Et malheureusement, on en manque. Quelques-unes, elles sont toutes asiatiques, parce qu'eux, ils s'y intéressent.
mais quelques-unes quand même qui nous disent que le rire stimule l'immunité, par exemple, ce qui est évidemment intéressant dans cette situation, et on propose à des femmes enceintes de faire des séances de rigolothérapie pour que leurs enfants, écoutez bien, aient moins de problèmes d'allergie. Riez, faites de la rigolothérapie et surtout portez-vous bien. Bah, elle vous a abandonné. Alors il est bon. C'est moi qui gère. Il avait l'air bon. Je vais reprendre l'émission. Alors, Tiens, viens dire. nous en étions où? On en est là. C'est Hélène qui va parler maintenant. Allez, Non. Tiens, Cécile, c'est Nicolas. c'est bon quoi, vas-y, dépêche-toi. C'est lourd. Bon, amusez-vous bien, je vous la ramène très vite. Hein. La rigolothérapie. Florence, c'est quoi ce bazar? Vous êtes pour le micro? Heureusement que c'est pas moi qui suis à la place. Il préfère le théâtre. Hein. Ah oui? Oui. C'est un cas, hein. Donc après la chanson, j'embraye, je réintroduis les différents en 3 secondes. Je fais 2 minutes d'éléments de repositionnement du sujet. Et puis ensuite, on commence avec Hélène pour positionner un peu la grande maille des éléments d'agenda, les éléments de fond, c'est quoi l'IPBES et autres sujets. Parce que 3 minutes, de toute façon, après, on positionne le sujet et puis après, on rentre dans la chanson. Vraiment vous approchez parce qu'on vous entend. En fait, on a 4 cercles concentriques. On commence par la grande maille, après avec toi sur la mobilisation, le parti prenant, Biomime Expo. Ensuite, économie circulaire, immobilier, au sens c'est une maille plus fine. Et puis avec toi après sur... Lui qui me dit qu'il reste 40 secondes. Hein. C'est du jazz. Oui. Bah voyons, je fais ce que je veux. Bon bah je m'en vais. Tu l'appelles en même temps. Non, 25. 20. Allez. C'est moi qui fais l'annonce des... Je vous réannonce ou vous le faites? Bon, faites-le comme ça. Arrêt conique. C'est ça. Mais oui, je sais bien, vous avez reconnu It Has to Be Good, c'est des Harry Connick Jr. Aujourd'hui, nous parlons biodiversité et biomimétisme avec nos invités du jour. Nicolas Buchou, président du Cercle Grand Paris et membre du CIBI. Thierry Laquitaine, président de Circolab. Alain Renaudin, fondateur de Biomime Expo et de Newcorp Conseil. Hélène Soubelet, directrice générale de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Et Sidney Rostand, le co-créateur de BioXJ. Alors Nicolas Buchou, le premier thème du jour, c'est les hommes au chevet de la biodiversité, c'est bien ça? Absolument, merci Florence et bonjour à toutes et à tous. Peut-être pour rentrer dans notre discussion de ce matin, moi je voulais rebondir sur ce que disait Véronique Riche-Flores il y a quelques instants, parce qu'on a parlé de Donald Trump, on a parlé de la Chine, on a parlé de commerce international, on a parlé de la Banque Centrale Européenne. Et au fur et à mesure, je me disais, mais tout ça, c'est des sujets qui rentrent en résonance directement avec notre question du jour sur les enjeux de biodiversité. Je prends trois illustrations très, très concrètes. La première, au niveau européen, je pense que tout le monde a en tête la déclaration franco-allemande de Toulouse. Bon, je ne suis pas sûr que tout le monde l'ait en tête, mais lors du dernier Conseil des ministres franco-allemands, déclaration franco-allemande de Toulouse du 16 octobre qui commence sur les questions d'environnement et de biodiversité spécifiquement, indiquant la volonté commune de la France et de l'Allemagne de travailler avec la nouvelle Commission européenne et avec la nouvelle présidente de la Commission européenne en vue de la COP 15 biodiversité, on en reparlera, pour intégrer, je cite, la biodiversité dans toutes les politiques sectorielles.
ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il y a une volonté forte, ça veut dire qu'il y a une volonté des États, mais ça veut aussi dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. D'accord ? Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire entre la parole et les actes, il y a une différence. Entre la parole et les actes, il y a une différence. Il y a une très forte mobilisation, mais on n'est pas encore dans des politiques complètes, structurées. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, Donald Trump a annoncé hier ou avant-hier que les États-Unis engageaient leur processus de retrait de l'accord de Paris sur le climat. Au même moment, 2 jours après, le président français et le président chinois lui répondaient en disant que l'accord de Paris était important, mais c'est peut-être passé un peu plus inaperçu. À cette occasion, à l'occasion de la visite du président français en Chine, la Chine a annoncé sa première émission d'obligations vertes, Green Bonds, et cette première émission d'obligations vertes se fera sur le marché de Paris, sur le marché boursier parisien. Vous voyez ? Donc les choses sont très liées. Pour terminer sur le commerce, typiquement, on est dans des liens d'extrême interdépendance. C'est aussi pour ça que la croisade du président des États-Unis s'avère peut-être un petit peu plus compliquée que prévu. Et typiquement sur ces questions de biodiversité, on est dans des liens d'extrême interdépendance que l'on découvre ou que l'on redécouvre. Et peut-être est-ce aussi pour cette raison que en quelques mois, je me souviens d'un article qui était paru il y a à peu près 2 ans qui montrait que sur le climat, vous aviez tant d'articles et tant de citations scientifiques. Sur la biodiversité, vous en aviez 30, 40 ou 50 fois moins. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il y a une prise de conscience généralisée des gens, des citoyens, des entreprises qui excèdent, qui dépassent un peu tous les efforts qui ont pu être faits dans des cercles d'affinité ici ou là. C'est à la fois un défi et c'est probablement aussi une chance. Donc pour notre rencontre d'aujourd'hui, on a proposé d'avoir à la fois le regard de la recherche, parce qu'en fait il y a un mouvement de fond de la recherche qui n'est pas la recherche pour la recherche, mais la recherche et ses liens avec la société, et de pouvoir aussi montrer justement les porosités, les interfaces avec la mobilisation de la société, la mobilisation du monde économique, et puis, j'allais dire, jusqu'aux start-up. On va donc essayer de montrer en quoi cette transformation de prise de conscience de la biodiversité fait qu'on est en train de passer de la communication progressivement à la transformation. Donc c'est plutôt un message positif. Maintenant, on va voir que ce n'est pas non plus d'une très grande simplicité, mais on va essayer de montrer qu'on peut ensemble s'y coller. Voilà, c'est donc notre thème central du jour. Alors, peut-être première intervention, Hélène Soubelet. Peut-être vous pouvez nous dire, enfin commenter ce que vient de dire Nicolas et justement quelles sont les avancées, les relations chercheurs, entreprises, scientifiques. Oui, merci beaucoup. Donc effectivement, Nicolas a raison en disant qu'il y a une prise de conscience qui monte de manière spectaculaire, je dirais, sur la biodiversité. Il faut voir que la biodiversité, c'est une science jeune, c'est-à-dire que le mot même a été créé à la fin des années 80, et que, contrairement au climat, par exemple, nous n'avions pas jusqu'en 2012, puisque c'est là où ça commençait à se structurer, une réelle structuration de la communauté internationale sur cet aspect biodiversité. On avait le GIEC, que tout le monde, je pense, connaît sur le climat, et en 2012, avec un lancement officiel en 2014, a été créée la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques. Et cette plateforme a fait des travaux progressivement, et je pense que ceux qui ont eu le plus de résonance, c'est évidemment les derniers travaux, donc le rapport sur l'état mondial de la biodiversité qui a été publié le 6 mai dernier, donc le 6 mai 2019. Et ce qui est nouveau par rapport à ce qui se passait avant, parce que cette plateforme avait déjà publié des rapports un peu alarmistes d'ailleurs sur l'état de la dégradation des terres, des rapports régionaux sur la biodiversité et ses incidences. Ce qui s'est passé, c'est que là, il y a eu une prise de conscience politique et une appropriation par les politiques des enjeux de biodiversité. Pourquoi ? Parce que ce rapport, déjà, c'est un des premiers du genre. Il y en avait eu un en 2005, mais qui n'a pas eu le même retentissement. Et donc, en 2019, ce rapport, qui a quand même regroupé 15 000 publications scientifiques sur la biodiversité, qui a fait travailler presque 50 pays et 150 chercheurs, a dit des choses simples. Il a dit la biodiversité s'effondre à des taux en fait, d'extinction qui sont de 100 à 1000 fois supérieurs à ceux qui ont été constatés dans les extinctions précédentes, les 5 grandes extinctions des temps géologiques. La cause majeure, quasiment la seule cause, en fait, c'est l'activité humaine. Donc l'homme a une responsabilité face à cette biodiversité pour pouvoir
enrayer le déclin. Alors c'est un peu comme sur le climat, on est sur des trajectoires qui sont en fait de long terme et qui sont très difficiles à enrayer. C'est pas parce que demain on va décider tout d'un coup collectivement de se mettre en ordre de marche pour sauver la biodiversité qu'on va y arriver après-demain. En fait, ce sont des trajectoires qui nécessitent du temps. Et donc tout l'enjeu là, c'est que les acteurs se mettent en route à partir d'aujourd'hui. Et non pas comment on tergiverse à nouveau. Voilà. Et ce que dit la plateforme, c'est que on a actuellement 75% de la surface terrestre qui est impactée gravement par les activités humaines. Si nous continuons sur la même lancée, ce sera 10% qui restera, qui ne sera pas impacté durablement ou gravement à l'horizon 2050. Donc 2050, c'est demain. C'est-à-dire que la plateforme nous dit aussi, n'attendons pas pour agir. C'est déjà un peu trop tard. On aurait dû agir il y a 20 ans, lorsque les grandes alertes ont été posées. Mais de toute façon, il vaut mieux agir aujourd'hui que demain. Donc agissons tout de suite. Il y a des solutions qui restent possibles, mais ces solutions ne se feront pas sans une transformation totale et globale de la société. Et donc pour rebondir sur l'actualité, c'est vrai qu'on est toujours dans ce paradigme de croissance, en disant nous allons pouvoir toujours demander aux entreprises de faire 2%, 10%, 5% de plus de croissance en année N+1. Mais en réalité, ce que dit la plateforme, c'est que si nous continuons comme ça, on va continuer à constater le déclin de la biodiversité. Et avec ce déclin de la biodiversité, le déclin de ce qu'on appelle les services écosystémiques, c'est-à-dire les services rendus par cette biodiversité aux sociétés humaines. Et ces services, en fait, il y en a qui sont absolument évidents, comme la production de biomasse, donc la biomasse agricole, ce qu'on mange, le bois, le coton, voilà, tout ça, c'est la biomasse. Mais il y a aussi autre chose. Il y a aussi la pollution, donc la régulation de la pollution. La biodiversité est capable de réguler la qualité de notre air, de réguler la qualité de notre eau, la qualité de nos sols. Elle est capable de réguler le climat. Elle est capable aussi de nous apporter des services qu'on dit récréatifs, c'est-à-dire que vous allez vous promener en forêt, ça a de l'impact important sur la santé mentale, la santé physique des personnes. Et en réalité, si cette biodiversité s'effondre, tous les services s'effondrent avec. Et en fait, ce que disent aussi les chercheurs là, dans des études qui ont été conduites, c'est que si nous ne sauvons pas la biodiversité, nous ne réussirons pas à accomplir les objectifs de développement durable qui ont été définis par les Nations Unies il y a quelques années. Parmi eux, la pauvreté dans le monde, on n'arrivera pas à la résoudre si on ne résout pas le problème de biodiversité. Le climat, on n'arrivera pas non plus à résoudre les problèmes climatiques si on ne s'occupe pas de biodiversité. Et si les mesures qu'on prend pour réguler le climat et notamment les émissions de CO2 s'opposent à la biodiversité, en la détruisant, on peut le faire. Si on plante des cultures énergétiques en déforestant de la forêt tropicale, en fait, ce que vous faites, c'est que vous réduisez peut-être les émissions de CO2, mais comme vous détruisez la biodiversité, qui elle-même fait partie de la solution pour le grand cycle du carbone, finalement, vous allez aggraver le changement climatique. Vous n'arriverez plus à prendre en charge ce CO2, même s'il est diminué. Voilà. Et ça, c'est vrai pour beaucoup de choses. C'est vrai pour la durabilité de nos villes, c'est vrai également pour la sécurité financière de nos entreprises. C'est vrai pour 80% des objectifs de développement durable. Finalement, c'est la destruction à petit feu de l'humanité. C'est ça que vous êtes en train de brosser comme tableau. Alors oui, je ne vais pas vous faire rire, c'est vrai qu'il faut rire dans la journée, désolé, mais les chercheurs aussi, ceux qui modélisent en fait le devenir de la population humaine, effectivement, à des horizons un peu plus lointains, il est vrai, on parle ici de 2250, prédisent que si nous continuons sur cette lancée, à l'horizon 2250, dans 2 scénarios sur 4, la population humaine a disparu, l'homme a disparu, et dans les 2 autres scénarios, il y a un scénario de famine durable où on vit jusqu'à 25 milliards, donc on a encore un peu de marge, mais néanmoins on vit en famine chronique, et le seul scénario finalement qui est durable, c'est un scénario où on reste entre 10 et 15 milliards d'hommes, donc c'est-à-dire qu'il y a quand même encore de la marge, on n'est pas au bout de cette capacité démographique de la Terre. Oui, parce que ce qui fait peur à beaucoup de gens, c'est ceux qui disent on est trop nombreux sur Terre, en fait. En fait, si on consomme durablement, si on change nos modèles de société, on peut être encore plus nombreux. Là, actuellement, nous sommes trop nombreux parce qu'on est sur une société qui consomme plus que ce que la Terre produit annuellement. En fait, on consomme là actuellement 3 planètes, en fait. Donc, en fait, on est en train de manger notre capital naturel. Et ceci, à long terme, va poser des problèmes et va conduire à l'extinction de la population. Mais il y a une étude aussi, je crois qu'elle est américaine, qui montre que certains dinosaures se sont éteints du fait de l'activité humaine de l'époque.
Alors ça, j'invite tout le monde. C'est un reportage qui est paru sur Arte. J'invite à regarder arte.tv. Je ne sais pas ce que dit cette étude, j'aimerais bien la voir. Peut-être Florence, peut-être pas tout à fait des dinosaures. Enfin, il y a des Enfin, créationnistes bon, américains qui voilà. pensent que la Terre a 8000 ans, oui. Donc, Mais, C'était il y a 61 millions d'années. enfin, des descendants des dinosaures, certains animaux, bref, Oui, qui mais auraient les oiseaux, été... par exemple, voilà. sont des descendants des dinosaures. Effectivement, l'homme, pour l'instant, là, est en train de concourir à leur extinction massive, hein, puisque, notamment en France, il y a des études qui ont montré qu'on avait une extinction de 60% des oiseaux dans nos campagnes. peut-être ce qu'on pourrait rappeler en une seconde, Hélène, c'est qu'est-ce que la FRB, la Fédération de recherche pour la biodiversité, juste en un mot, c'est qui, c'est quoi, c'est combien de personnes, c'est combien de chercheurs, et quel est un peu son rôle justement dans ces travaux de recherche sur la biodiversité, parce que les gens ne connaissent pas forcément la FRB, même s'il y a un rôle d'aller vers la société aussi. Alors la FRB, c'est une fondation de coopération scientifique. On a été créée donc, par les grands organismes de recherche français qui travaillent sur la biodiversité et le ministère de la Recherche et de l'Écologie. Et donc notre rôle, il est triple. Le premier, c'est de soutenir la recherche pour la biodiversité parce qu'on constate qu'il y a un grand déficit de financement sur cette recherche si on veut répondre à toutes les questions qu'on a sur les interactions entre la biodiversité, les activités humaines, les impacts, l'adaptation. Le deuxième pan, c'est de mobiliser l'expertise des scientifiques et des acteurs de la société pour essayer de résoudre ensemble les grands enjeux qui se posent à nous en termes de biodiversité ou de climat ou de société durable. Et le troisième grand aspect qu'on traite, c'est la communication, en fait, la vulgarisation des résultats scientifiques, qui ne sont pas produits par nous. Nous, on est une équipe d'une vingtaine de personnes, mais nous, on se saisit des résultats scientifiques mondiaux, donc pas uniquement des chercheurs français, et on essaye de les traduire en termes plus compréhensibles pour les acteurs ou le grand public. Alors, vous disiez tout à l'heure, 75% de la surface terrestre directement impactée aujourd'hui par des activités humaines. C'est un chiffre qu'il faut mettre en regard avec un autre chiffre, qui est celui de la place de l'ensemble des villes dans la surface du globe. On dit il y a à peu près 4 milliards d'habitants, d'accord, un peu plus de la moitié de la population qui habite en ville, et les villes, généralement, on dit c'est entre 2 et 3% de la superficie terrestre. Bon, finalement, c'est pas énorme, sauf que on voit bien que c'est pas simplement la superficie occupée par les agglomérations, mais c'est l'ensemble du système économique qui va avec. Et là, on passe de 2-3% de la superficie du globe à 60-70%. Et donc là, il y a vraiment à la fois un enjeu de fond, mais c'est aussi en ville, et là je me tourne vers Alain Renaudin, qu'on voit une prise de conscience accélérée des risques liés à la dégradation des écosystèmes, mais aussi une volonté de se mettre ensemble. Et peut-être c'est ça, je dirais, la marque de fabrique de Biomime Expo, et ce qui explique aussi le succès croissant de cette initiative, Alain, que tu as lancée maintenant il y a 2-3 ans, à partir aussi d'une ville moyenne, Senlis, qui n'est pas très loin d'Anguin. Merci Nicolas. Oui, l'idée c'était de rassembler, alors pas uniquement sur les enjeux des villes, mais de manière générale, mais c'est vrai que les enjeux des villes sont particulièrement criants aujourd'hui, c'était de rassembler cette communauté à la fois académique et industrielle autour de cette approche assez ancienne, mais qui est en pleine effervescence, qui s'appelle le biomimétisme, c'est-à-dire cette capacité que l'homme pourrait avoir à s'inspirer davantage d'un modèle qui est vivant, qui est un modèle de résilience, pour trouver des solutions technologiques ou en matière d'organisation humaine, pour être lui-même, en tant qu'espèce, davantage résilient, comme ça a été rappelé, en capacité à faire face aux chocs qui sont devant nous. Il se trouve que les villes, si on poursuit la courbe de ce que tu viens de dire, Nicolas, dans pas très longtemps, c'est 2/3 de l'humanité, c'est d'ores et déjà aujourd'hui à peu près responsable de 2/3 des émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a un enjeu sur ce que moi j'aime bien appeler nos écosystèmes urbains, pour justement les mettre en parallèle avec les écosystèmes naturels, pour voir comment s'inspirer de la façon dont vivent les écosystèmes naturels pour rendre nos écosystèmes urbains davantage résilients. Et il y a différents niveaux d'échelle pour ça. On peut s'intéresser, comme ça a été rappelé par Florence tout à l'heure sur le salon Batimat, à la façon d'être moins énergivore ou moins consommateur de matière dans la production des bâtiments et des matériaux. Mais on peut aussi, à d'autres échelles, voir comment réintégrer, par exemple, quelque chose qu'on a un peu oublié, mais relocaliser du cycle de l'eau dans les villes, déshermétiser les villes, arrêter d'imaginer qu'il faut sortir l'eau des villes pour vivre mieux. Ça a été vrai à l'époque du XVIIe et du XVIIIe siècle parce que de grandes pandémies ont été apportées par l'eau.
mais aujourd'hui, comment, on appelle ça les spawn cities en Chine et en Asie. C'est 12 à 15 milliards de dollars d'investissement pour voir comment faire face à des risques potentiels de grandes inondations pour mieux vivre en ville. Et donc, on voit comment on peut recréer des bassins qui soient capables d'absorber de l'eau, comment recréer de l'irrigation urbaine, parce que c'est bien beau de remettre de la nature en ville, mais ce qui est intéressant, ça a été rappelé tout à l'heure, c'est de voir comment en tirer des bénéfices écosystémiques, comment tirer pour que cette nature en ville ne soit pas uniquement un décor et un agrément, pour faire en sorte que cette nature en ville aide à vivre mieux en apportant des bénéfices écosystémiques, soit sur le cycle de l'eau locale, soit sur la qualité de l'air. Je rappelle qu'aujourd'hui, ce qui tue le plus l'humain, c'est deux facteurs créés par les activités humaines, la pollution de l'air et la pollution des eaux. On meurt aujourd'hui majoritairement de l'air que nous respirons, de l'eau que nous buvons. Et donc ça devient insupportable, intolérable, surtout qu'il y a une vertu qu'on peut reconnaître à la pollution atmosphérique, c'est qu'elle est équitable. Hein, que ce soit riche ou pauvre, je vous rappelle qu'on consomme tous à peu près 8 mètres cubes d'air par jour. D'accord ? Donc on absorbe 8 mètres cubes d'air. Donc on dit que c'est important de boire 1 litre d'eau, on respire 8 mètres cubes d'air. Donc imaginez que ces 8 mètres cubes soient pollués, ça transite par vos poumons, je crois 35 000 fois par jour. Donc évidemment c'est important, donc il y a plein de communautés. On a créé un mouvement qui s'appelle le Biomime City Lab, justement pour voir avec différents acteurs de l'immobilier, des foncières, du BTP, comment repenser la ville, et pas uniquement à un niveau technique, mais voir comment des façades peuvent être réactives à leur environnement. Un des grands principes du vivant, c'est l'hyper-réactivité, la capacité à réagir à son environnement. Donc comment réduire, par exemple, et éviter la bombe énergétique que représente la climatisation urbaine. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Demain, on consommera plus d'énergie pour refroidir que pour se chauffer. Il y a des systèmes dans le vivant, je parle évidemment d'approches un peu iconiques du biomimétisme comme le système des termitières, mais il y a possibilité aujourd'hui de mettre en place des systèmes d'autoventilation passive pour éviter cette bombe énergétique de la climatisation. Et juste pour boucler avant de poursuivre la conversation sur ce qui a été dit précédemment, moi ce qui me frappe beaucoup aujourd'hui et probablement ce que j'analyse comme un levier d'accélération de cette prise de conscience sur les enjeux climat et biodiversité, ça a été dit, c'est que d'une certaine manière, l'espèce humaine redécouvre qu'elle est en péril, elle l'a toujours été, hein, puisque la vie est toujours un fragile équilibre, mais ces enjeux climat et biodiversité, ils sont aujourd'hui criants parce que les frontières spatiales et temporelles se sont raccourcies. C'est-à-dire, ce qui était il y a 15 ou 20 ans, à l'époque même de la sortie du rapport de Brundtland et des années qui ont suivi, ce qui était des enjeux pour les générations futures et pour les gens de là-bas, ça devient des enjeux pour moi aujourd'hui, même pas pour mes enfants, hein, pour moi aujourd'hui, et ici dans mon pays, dans ma ville, dans mon quartier, même dans ma campagne. Parce que les campagnes ne sont évidemment pas préservées de tous ces enjeux-là. Et donc, l'espèce humaine, elle redécouvre qu'elle a une espérance de vie, parce que jusqu'à maintenant, on parlait de l'espérance de vie des hommes et des femmes. On est coupure de Bon, ça fait rien, on va continuer. On va continuer. L'espèce humaine redécouvre qu'elle a une espérance de vie. Et donc, aujourd'hui, on est en train finalement de se dire que notre interdépendance, comme ça a été rappelé par Nicolas tout à l'heure, avec la biodiversité, elle est vitale pour l'espèce humaine. Et donc, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que la biodiversité, c'est plus uniquement quelque chose dont l'homme doit se préoccuper. Continuez. La biodiversité, c'est pas uniquement quelque chose dont l'homme doit se préoccuper, c'est quelque chose qui est vital pour la survie de l'espèce humaine. Et juste pour terminer là-dessus, ce qui me frappe aujourd'hui, et ce qui est un levier de prise de conscience et un levier très enthousiasmant, c'est que ce n'est plus des enjeux environnementaux, climat, biodiversité, uniquement des problèmes à gérer, mais la biodiversité devient une solution pour voir comment l'espèce humaine peut elle-même vivre mieux et survivre pour éviter qu'on soit juste une espèce éphémère sur la planète Terre, parce que l'Homo sapiens sapiens, je vous rappelle qu'il a juste 150 000 ans
d'existence par rapport à des requins qui ont 450 millions d'années, ou des méduses qui ont 600 millions d'années, ou des vers de terre qui ont 200 millions d'années. On est très peu de choses. Alors j'ai plusieurs questions à vous poser suite à votre intervention, mais on va passer la parole à Sydney Rostand qui va poursuivre, j'imagine. Parce que ce qui est intéressant, Sydney, c'est que vous avez démarré votre start-up l'année dernière. Donc vous êtes exclusivement basé sur le biomimétisme, justement, tout ce qui est biodiversité. Alors quelles sont les premières avancées? Qu'est-ce qu'on vous demande? Tout d'abord, si vous me le permettez, j'aimerais réagir à la notion de biodiversité. L'enjeu principal par rapport à la biodiversité, c'est la notion de pédagogie. C'est très important. Donc effectivement, moi quand j'étais en école de management, je suis issu d'une école de management, c'est quand même des grandes écoles qui ont vocation de former des personnes qui vont aller à des postes de responsabilité dans les entreprises. On n'avait aucune notion de biodiversité et c'est un drame. Je considère effectivement que c'est un gros problème. Donc aujourd'hui, je fais pression sur ma propre école dont je suis diplômé pour que la notion de biodiversité re-rentre un petit peu dans les programmes et dans les cours. D'ailleurs, les Italiens viennent d'imposer dans l'enseignement des élèves justement ce thème de environnement, protection de l'environnement. Ensuite, par rapport aux services écosystémiques, ce qui est très important aussi, je lisais une étude qui était assez intéressante en ma matière, qui est sortie par le FMI en septembre. Ce dont on ne se rend pas forcément compte, c'est qu'il y a ces services, on parle souvent de replanter des arbres pour compenser le carbone. Souvent, il y a des espèces qui rendent des services par rapport à la captation de carbone dont on ne se doute pas. Cette étude du FMI qui est sortie il n'y a pas longtemps, c'était justement s'intéresser aux baleines. Ce qu'il faut savoir sur les baleines, c'est que c'est des grands migrateurs. Ils déposent par leur matière fécale du fer notamment, qui nourrit le phytoplancton. Donc c'est le plancton végétal. C'est des micro-organismes et ces micro-organismes-là captent des milliards de tonnes de CO2. Et sont souvent, je pense que c'est 40% du CO2 qui est capté par les phytoplanctons. Donc ça vous laisse imaginer par rapport aux arbres ce que ça représente. Mais on ne s'en doute pas en tant qu'espèce humaine. Et donc pour simplifier, finir là-dessus, pour simplifier, moi je recommande un reportage qui a été extraordinaire, qui a été fait par Arte, qui est extrêmement accessible, qui dure pas très longtemps, je crois une demi-heure. Il me semble qu'il a été réalisé en partie avec l'aide du chercheur Franck Courchon, qui est du CNRS. Ça s'appelle Une espèce à part. Et finalement, ça remet en perspective la place de l'homme par rapport à l'ensemble de la biodiversité. C'est extrêmement accessible et je pense que c'est un reportage que tout le monde devrait voir pour comprendre très simplement, au-delà des rapports qui sont peut-être parfois un peu complexes, la notion de biodiversité. Par rapport au biomimétisme maintenant. L'objectif du biomimétisme, c'est extrêmement simple. Bon, votre expert le disait tout à l'heure. Dame Nature équipe toutes les espèces. Effectivement l'homme, mais tout le reste de la biodiversité, pour faire face aux éléments et pour faire face à leur quotidien. Et donc c'est un ensemble de fonctions extrêmement sophistiquées et surtout éprouvées par les mécanismes de l'évolution, c'est-à-dire perfectionnées, et en plus de ça, sobres dans leur fonctionnement. Il y a une notion de parcimonie, Alain le disait tout à l'heure. Et donc le biomimétisme, c'est ni plus ni moins que d'aller tirer ces enseignements formidables pour créer des nouvelles technologies. L'enjeu et la raison d'être d'une entreprise comme Bioxégie est extrêmement simple. C'est que resynchroniser la recherche fondamentale, donc la recherche en biologie, et l'économie, on parlait aussi tout à l'heure de macroéconomie, c'est extrêmement complexe. Pour qu'une entreprise se saisisse du sujet de la biodiversité et profite de l'opportunité que représente le biomimétisme, il faut lui rendre accessible. Donc nous, c'est très simple, on a une approche projet pragmatique, on est un bureau d'ingénierie, ni plus ni moins. Et c'est aussi pour ça que ça a été fondé par à la fois des ingénieurs et des diplômés d'école de management. Il faut qu'on puisse être pragmatique par rapport à notre approche à l'entreprise. Donc on a des projets. Je ne sais pas si ça... Alors justement, soyons concrets, Alain Renaudin aussi, parce que finalement, ce qui est intéressant, c'est comment la puissance publique va tirer aussi, elle, les entreprises et tout un chacun. Et vous, concrètement, Sydney Rostand, quelles sont les premières réflexions, les premiers projets avec vos partenaires clients? Alors nous, on s'adresse principalement pour l'instant à des entreprises dans l'aéronautique et dans l'automobile. La synchronisation est plus facile. Je vais vous donner un exemple assez simple. Vous comprendrez que je ne peux pas rentrer dans les détails. Bien sûr, on ne va pas vous demander des secrets de fabrication. On a travaillé, notre tout premier client, c'était un équipementier automobile. Bon, cet équipementier automobile-là souhaitait effectivement pouvoir produire des systèmes de nettoyage pour les caméras des véhicules autonomes. Les véhicules autonomes ont des caméras pour interpréter et réagir à leur environnement.
Problème, c'est que ces caméras-là, ces systèmes de nettoyage sont extrêmement consommateurs en eau, tout simplement pour les nettoyer. Et donc, ils nous ont missionné, enfin c'est nous-mêmes qui on s'est missionné par rapport à eux, d'aller chercher des alternatives, justement dans la nature, qui permettent de consommer moins d'eau. Notre rôle à ce stade-là, c'était effectivement pas d'aller questionner le positionnement automobile ou les réflexions stratégiques de cette entreprise-là, mais juste de leur trouver une solution plus sobre. Donc on est allé s'intéresser à ce qu'on appelle les membranes nictitantes des camélidés, donc c'est les chameaux et les dromadaires. Les membranes nictitantes, c'est les troisième paupières qui sont, vous le voyez très bien chez les chats, ces membranes, voilà, ces membranes un peu blanches. Chez l'homme, c'est atrophié, mais il y a une grande partie de la biodiversité des animaux qui en ont, les oiseaux, les amphibiens en ont aussi. Et ces membranes nictitantes chez les camélidés sont extrêmement efficaces parce qu'elles doivent lutter en fait tout simplement contre des particules très fines dans le sable et des tempêtes de sable aussi. Et en même temps, les camélidés, les chameaux, les dromadaires doivent conserver un maximum de leur humidité. Tout simplement, c'est une question de survie. Donc on savait que leur système lacrymal serait aussi très intéressant. Et donc, c'est là où je peux évidemment pas rentrer dans les détails industriels, mais on est allé s'inspirer de ces espèces-là. On est allé aussi comprendre le mécanisme de façon plus fine auprès de l'expert français des camélidés pour comprendre comment on pouvait faire du rétro-engineering, c'est-à-dire transférer ce système biologique dans toute sa complexité, glande lacrymale, système musculaire pour l'activer, la pression qu'exerce la membrane sur le globe oculaire, etc., et la composition de cette membrane-là. Et on a dû le transférer, donc c'est là où l'ingénierie est très importante, dans un modèle industriel viable. C'est ça la plus grande difficulté du biomimétisme. Comment je crée un système industriel qui répond à l'objectif consommer moins, mais qui soit aussi accessible au niveau de sa gamme de prix et fiable, parce que c'est un équipement automobile. Donc voilà pour vous donner un exemple de ça. C'est un exemple. Vous avez pris l'automobile. Quels sont les autres projets? Dans quel secteur d'activité avez-vous des projets? Alors, aujourd'hui, c'est très simple. Mobilité, qu'elle soit de la mobilité ferroviaire ou automobile, et aéronautique. C'est nos secteurs principaux. Oui. Cela dit, on commence à interagir de façon beaucoup plus forte ces derniers temps avec le secteur des biens de consommation et du luxe. C'est très important, c'est des questions sur les matériaux aussi. Mais ça touche, en fait, c'est ça aussi la beauté du biomimétisme, ça touche vraiment tout. Quel que soit l'enjeu, quelle que soit la problématique technologique auquel une entreprise fait face, on peut y répondre, on peut essayer d'y répondre et on a des bonnes chances pour se faire grâce à la nature. Nicolas Buchou. Oui, je voudrais rebondir sur à la fois ces transformations de process industriels à partir d'éléments inspirés du vivant, et puis sur ce que me disait Alain Renaudin il y a quelques instants en disant il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, les transformations, les chaos du monde, c'était un peu pour les générations futures ou bien là-bas. Et aujourd'hui, c'est maintenant, ici. Et donc, on voit bien qu'il y a une espèce de raccourcissement à la fois de l'espace et les temps. Et Alain faisait référence à un rapport qui est le rapport dit Brundtland, au milieu des années 80, 87 précisément, qui était un peu à l'origine de cette approche environnementale du monde et qui précédait de quelques années la grande conférence du sommet de la Terre de Rio de 1992. Et effectivement, on est aujourd'hui rentré dans une phase de préparation des 30 ans de ce sommet de la Terre, donc 2022, avec deux transformations. Une mutation environnementale, on en a beaucoup parlé déjà, et puis une deuxième transformation qui est celle de la digitalisation. Il y a une trentaine d'années, on en parlait, c'était l'informatique. Aujourd'hui, c'est la digitalisation partout, à tous les étages. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire de cette convergence entre transformation environnementale et puis digitalisation massive de la société et de l'économie? Alors, peut-être, pour continuer dans notre échange, et puis après, Alain, tu peux... Non, je voulais juste, pardon Nicolas, je voulais juste citer le nom de Séverine Suzuki, parce que tu as parlé du sommet de la Terre de Rio de 92, et dire qu'entre Séverine Suzuki, qui a poussé le même cri d'alarme en 92 que Greta Thunberg aujourd'hui, on voit bien, non mais c'est un signe plutôt encourageant, que l'impact du cri d'alarme, magnifique discours de Séverine Suzuki en 92, entre Séverine Suzuki et Greta Thunberg, on a aussi un indicateur d'évolution de la société. Les mentalités ont bien changé, tout le monde en a pris conscience, ça on le voit bien. Et alors, maintenant, si on va dans l'économie consistante, concrète, celle des bâtiments, celle de l'immobilier, et Thierry Lacritienne, quand le Circolab a été lancé, c'était une initiative volontaire d'acteurs, on va dire,
financier et de l'acteur de la construction. Aujourd'hui, quand on est un gestionnaire d'actifs, et c'est quoi un gestionnaire d'actifs, comment est-ce que ces questions de transformation environnementale, de biodiversité, d'économie circulaire sont appréhendées? Est-ce que c'est un peu un luxe à la marge? Il y a quelques personnes qui s'occupent de responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise parce qu'il faut bien le faire. Ou est-ce que c'est quelque chose, comme le rappelait Hélène Soublet, qui est en train de rentrer un peu plus en profondeur dans l'entreprise, à la fois dans les stratégies, dans les comportements, dans les achats et dans la vision financière à terme? Merci pour l'invitation, mais c'est une vaste question. Je vais essayer de répondre tant bien que mal. Alors déjà, qu'est-ce qu'un gestionnaire d'actifs? Gestionnaire d'actifs immobiliers, c'est une société de conseil pour le compte d'investisseurs, donc de financiers, qui souhaitent investir dans l'immobilier. Donc on intervient à leur côté pour les conseiller sur les immeubles qu'il convient d'acheter, sur la gestion de ces bâtiments et sur les stratégies sur leur portefeuille immobilier. Donc ça veut dire que on intervient sur toutes les phases de la vie d'un bâtiment. Ça peut être sur sa construction, ça peut être pour la gestion de travaux sur ces immeubles, pour la mise en place de différents contrats. Donc le gestionnaire d'actifs a une responsabilité qui est importante parce qu'il a un champ d'action qui est important avec une délégation qui est très large. Alors maintenant, par rapport à la question du niveau d'engagement des acteurs de l'immobilier sur ces sujets, je dirais que c'est comme toutes les autres industries. Je ne vais pas vous raconter que l'immobilier est très en avance sur ces sujets, ça serait faux. Il y a des précurseurs, comme dans toute industrie. Il y a le peloton, avec des gens qui sont plutôt suiveurs, et puis il y a des gens qui sont en retard sur ces sujets, avec effectivement une pression multiple, que ce soit de la société civile, on parlait de ces prises de conscience, une pression aussi du pouvoir politique à travers différentes réglementations. Et on voit un cadre réglementaire qui est en train de se mettre en place, avec sur l'énergie par exemple en fin juillet le fameux décret de rénovation énergétique tertiaire. Mais par rapport à notre sujet du biomimétisme et de l'économie circulaire, parce que moi mon point c'est la motivation, elle n'était pas par rapport au biomimétisme, on n'était pas sur des concepts généraux, on était juste sur un constat que le fonctionnement actuel n'est pas viable. C'est une prise de conscience que l'économie linéaire, on extrait des ressources, on fabrique des produits, on les utilise, ensuite on les jette. Et dans un système capitaliste libéral, le plus rapidement possible, puisque chaque déchet est la promesse d'un achat derrière. C'est pas viable pour les questions qu'on a évoquées précédemment, en raison de l'impact environnemental et en raison de ressources qui sont limitées. Il y a un véritable angle mort dans le capitalisme sur la question des ressources. Aujourd'hui, dans cette salle, et on s'en rend encore plus compte avec les quelques problèmes techniques, on est dépendant, et j'entendais parler d'interdépendance. En fait, il n'y a pas d'interdépendance. Nous sommes dépendants de l'énergie et de la matière. Il y a un angle mort dans le capitalisme sur la matière, c'est-à-dire qu'on a poussé très loin les notions de productivité, d'économie sur les coûts, mais considérant que la matière était illimitée et qu'elle était gratuite. La théorie économique classique, Jean-Baptiste Say, c'est ça. La matière est à disposition, elle est illimitée, et la matière est gratuite, ce qui est totalement faux. Et on a une liste de matériaux, des listes qui ont été établies par le CSTB, par le gouvernement français, par la Commission européenne. On sait qu'on va entrer en pénurie dans un certain nombre de produits, et des produits qui sont utilisés dans la conception dans la construction de manière courante. Le zinc, le plomb, l'indium et d'autres matériaux. On a eu récemment la soirée annuelle de Circolab, donc je représente aujourd'hui l'association Circolab, qui est une association qui veut promouvoir l'économie circulaire dans l'immobilier, et notamment le réemploi des matériaux assemblés. On avait invité Guillaume Pitron, qui est un auteur conférencier qui a écrit La guerre des métaux rares, et qui nous expliquait que toutes les promesses des green tech, du renouvelable, etc., s'appuient et dépendant d'un certain nombre de métaux qui ne sont pas en quantité illimitée et qui sont exploités par quelques pays, donc il y a une dépendance stratégique, donc il y a des enjeux environnementaux, des enjeux économiques, des enjeux de fonctionnement. Il se pourrait que dans un avenir court ou moyen terme, on ait des problèmes d'approvisionnement d'un certain nombre de ressources. On parlait tout à l'heure de guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Le président chinois avait appelé à Google qu'il avait menacé de plus donner l'accès à Huawei à son logiciel, qu'il dépendait des métaux rares. Google dépend des métaux rares pour fabriquer, tourner ses ordinateurs
Internet, c'est pas quelque chose d'éthéré qui flotte dans l'espace, ça dépend d'énergie, ça dépend de matière. Autour de nous, il y a du bois, il y a du plastique, il y a du métal. On voit bien qu'on a un véritable sujet. Quand on regarde le plastique, il faut des millions d'années pour produire du pétrole dans la nature, quelques semaines pour le transformer en plastique, et on a des usages parfois du plastique de quelques secondes. Avec les paris, par exemple. On voit bien que c'est pas soutenable. On parlait du rapport Brundtland, du développement durable. En fait, c'est une escroquerie, le terme développement durable. Le terme exact, c'est développement soutenable. D'avoir l'activité économique que soutenable par rapport à ce que la nature peut offrir et absorber. Quand on entend développement durable, on a tendance à croire que c'est synonyme de croissance perpétuelle. En fait, c'est tout notre système de société de consommation qui est remis en question, en fait. C'est bien ça. Hélène Soublet. Oui, je voulais. C'est vrai qu'on parle beaucoup de développement durable, de développement soutenable, mais je voudrais rebondir sur la question de l'écologie. Parce que finalement, nos sociétés, les sociétés humaines dépendent de la biodiversité. Alors, on parle de biomimétisme, en réalité, l'homme fait du biomimétisme depuis tout le temps. L'agriculture en est un exemple. On s'est inspiré de la nature pour produire de mieux en mieux, de plus en plus bon, etc. Mais en fait, je pense qu'il y a quand même une étape supplémentaire à franchir, qui est de dire, puisque je dépends de la biodiversité, qu'est-ce que je fais moi qui profite de cette biodiversité pour la préserver et pour concourir à l'arrêt de son extinction. Et je pourrais poser la question, c'est-à-dire que quand on copie la nature, finalement, on utilise en quelque sorte, entre guillemets, un brevet qui a été produit par la nature. Mais on ne rémunère pas ce brevet comme on le ferait si ça avait été une entreprise qui avait produit la même chose. Alors, vous parlez des chameaux, donc par exemple les chameaux, bah oui, mais qu'est-ce que vous faites en fait? C'est une excellente question, je suis content que vous me la posiez. Alors déjà, la première chose, je vais vous le donner, c'est le plus évident, c'est que l'impact au niveau des consciences des gens avec lesquels on travaille au sein des entreprises, c'est le premier gain. Il est très modeste certes, mais c'est le premier gain. C'est-à-dire que quand vous travaillez avec un ingénieur, avec les équipes R&D de nos clients, et que vous lui faites comprendre que la raison pour laquelle il améliore son produit aujourd'hui grâce à la nature, c'est une espèce en particulier, et que cette espèce-là est en danger, ça permet déjà de faire prendre conscience à ces personnes-là. Et c'est la première victoire. La deuxième, et ça je vous parle bien d'un objectif. Je vous rappelle, Bioxégie il y a 2 ans, donc on est encore extrêmement modeste, mais ça fait partie de nos plans effectivement par rapport à ça, et c'est la raison pour laquelle éthiquement nous on a créé cette entreprise Bioxégie. C'est tout simplement parce qu'on espère à terme pouvoir justement collaborer avec des organismes comme le vôtre pour faire en sorte qu'une partie de la valeur économique créée par des nouveaux projets bio-inspirés, biomimétiques, soit redistribuée justement de la protection des espèces dont ils sont allés s'inspirer. Pour l'instant, je le répète, ça reste un objectif et un rêve, une aspiration pour Bioxégie, mais c'est déjà ça, c'est que nous on va essayer dans notre développement de tendre vers ça. Je réponds à votre question qui est tout à fait légitime et je comprends bien, un peu provocatrice, mais on essaye effectivement de tendre vers là. Je veux bien apporter un complément parce que on est hyper sensible à ça, tous. Et je crois que personne n'a le monopole de la protection de l'environnement. On a tous des consciences et de l'éthique. Ce qu'on constate depuis plusieurs années, parce que c'est vrai que le biomimétisme est une démarche extrêmement ancienne en réalité. Même probablement en remontant à nos ancêtres, aux chasseurs-cueilleurs, etc. Et puis il faut aussi rendre hommage à nos anciens, des gens comme Jacques Livage au Collège de France, Clément Sanchez, des gens comme Marc Foncave, etc., qui travaillent en réalité là-dessus depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, à travers des unités du CNRS ou d'autres organismes, je pense au CEA à Grenoble, qui est en ce moment sur un des énormes chantiers mondiaux en matière de bio-inspiration, qu'on appelle la photosynthèse artificielle. Il y a une compétition mondiale qui s'ouvre aujourd'hui entre l'Europe, les États-Unis et la Chine sur la façon de produire de l'énergie inspirée de photosynthèse. Toute cette dynamique-là, le biomimétisme, c'est une grande famille. Donc, c'est pas parce que c'est bio-inspiré que c'est nécessairement vertueux. C'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Là aussi, il faut une analyse de cycle de vie, il faut tout un tas de trucs. Et faire des chars de combat inspirés de je ne sais quelle carapace, c'est pas notre motivation. Mais c'est quand même, ça fait partie de la famille. Voilà. Ça fait partie de la cousinade. Maintenant, c'est aussi une philosophie. Très factuellement, la très grande majorité des boîtes qui s'intéressent à ça, c'est vraiment un constat factuel. Elles y arrivent par 2 moteurs, le moteur RSE et le moteur R&D. Donc c'est par la responsabilité sociale et environnementale et par la recherche et le développement. Et ce qu'on constate, c'est que de plus en plus, la recherche et le développement durable, qui reste un terme valable, parce qu'on est nous-mêmes victimes,
qui va être capable de perdurer dans le temps, de protéger l'espèce humaine et la biodiversité dont on est dépendant. Donc la plupart des boîtes qui s'intéressent à ça, et des chercheurs qui bossent là-dessus, sont dans une optique de résilience, sont dans l'optique, on avait même là, le 22 octobre dernier, à la Cité des Sciences et de l'Industrie du Expo, demandé à Gilles Boeuf, ancien président du Muséum et président du conseil scientifique de l'Agence française pour la biodiversité, d'animer une table ronde que j'avais moi-même appelée renvoi d'ascenseur entre biodiversité et biomimétisme. Parce que de toute façon, c'est aussi quelque chose d'assez pragmatique. On ne pourra pas s'inspirer indéfiniment d'un truc qu'on est en train de faire disparaître. Donc c'est aussi ça qui est intéressant dans la biorespiration, c'est que c'est aussi un outil de pédagogie formidable. Et avant de faire de la recherche, quand on fait des conférences, on a dû donner plus de 1000 conférences sur le biomimétisme en quelques années, plus de 1000 parutions médiatiques, etc. C'est un sujet qui, de mon point de vue, une approche qui, de mon point de vue, rentre aussi en résonance avec la société d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on redécouvre la biodiversité, la nature, l'écologie, l'environnement sous un autre angle, et pas uniquement un angle moralisateur ou punitif ou incantatoire, mais cette idée que c'est une solution et c'est une alliée pour aller mieux, pour respirer mieux et pour nous-mêmes vivre plus longtemps est quelque chose de formidable. Donc on a coécrit une tribune il n'y a pas très longtemps avec Emmanuel Delannoy, Kélina Raskin qui est directrice générale du CBIOS, etc., sur le biomimétisme au service de la vie, justement pour voir comment la bio-inspiration peut se mettre au service de la biodiversité et parfois, et c'est d'ailleurs en matière de ville une des grandes tendances, la tendance aujourd'hui c'est le régénératif et donc il y a beaucoup d'innovations bio-inspirées qui se mettent au service de la régénération des écosystèmes. Je donne juste un exemple dans le marin où de plus en plus on essaie de recréer des nurseries, des habitats. Ça passe par de l'artificiel parce que l'humain peut aussi avoir un impact positif sur l'environnement. Hein. Nous ne sommes pas que à 100% une mauvaise chose. Et donc on voit comment en recréant par exemple de l'habitat artificiel dans les zones portuaires qui ont été lisses d'une certaine manière et qui ont fait fuir la biodiversité marine, on est capable, à la façon des IADEM qui sont des zones de refuge pour des petits organismes marins, on est capable de recréer dans un premier temps du substrat et ensuite de recoloniser par la biodiversité. Donc voilà, on n'est pas condamné à avoir un impact à 100% négatif, on est aussi capable d'essayer d'avoir un impact positif sur la biodiversité. Sidney Rostand. Oui, j'abonderai dans le sens de Alain. Je vais vous raconter une histoire. Moi, quand j'ai quitté, quand j'ai créé Bioxégie, je quittais un grand constructeur de luxe automobile allemand. Je quittais un salaire confortable, je quittais une belle voiture de fonction et je quittais des très belles perspectives de carrière. Pour me lancer aujourd'hui dans une aventure où je ne me paye pas, que je fais de façon vraiment... je suis bien intentionné, mon équipe l'est. Et aujourd'hui, ce dont on a besoin, ce n'est pas des effets moralisateurs. On n'a pas besoin d'effets vindicatifs. Ça braque tout le monde. Nous, ce dont on a besoin, quand je dis nous, c'est Bioxégie, mais tout l'écosystème du biomimétisme, c'est justement de l'aide de la part du monde scientifique, de la part des biologistes. On n'a pas besoin de méfiance. Moi, je me suis heurté aussi souvent à de la méfiance. On doit aussi faire l'intention qu'on va apporter. On n'est pas parfait non plus. C'est pour ça que nous-mêmes, nous, Bioxégie, on le fait vraiment tout le temps. On essaye de se placer dans une d'humilité. On écoute tout d'abord ce que les chercheurs ont à nous dire sur l'étude et sur les espèces qu'ils étudient et qu'ils aiment. Il y a vraiment un effet de passion. On essaye de se prendre aussi de passion pour cette même passion qu'ils ont pour l'espèce qu'ils étudient, et on essaye de transmettre et de créer une courroie de transmission vers les entreprises. Mais je dis bien, c'est pas facile, et nous on a besoin de toute l'aide. C'est extrêmement complexe. On a besoin d'aide là-dessus. C'est pas facile de travailler entre entreprises et chercheurs. On a du mal à se comprendre entre ingénieurs et chercheurs. Et c'est toute, si vous voulez, la subtilité du métier qui est le nôtre. C'est d'arriver à orchestrer, parce que c'est vraiment ça, orchestrer des compétences qui sont vraiment très différentes entre un biologiste, un ingénieur, un manager de projet, un chercheur en recherche fondamentale ou en recherche appliquée. C'est des disciplines qui sont tellement différentes qu'il y a une musique à créer. Hein. C'est un orchestre très spécifique. Et la pluridisciplinarité, ce n'est pas une force du système français. Donc nous, on essaye de travailler comme ça. C'est pour ça que je réagis, c'est peut-être un peu symptomatique ce qui vient de se passer, c'est que tout de suite, il y a une logique de méfiance et de se dire, oui, mais vous êtes une entreprise, en plus de ça, vous êtes un diplômé d'école de management, c'est quoi votre réelle intention là derrière? Qu'est-ce que vous faites? Et nous, on a besoin d'aide. Alors, on essaye de se justifier, justement, et je vais finir sur une chose qui est très importante, c'est que Alain parlait à juste titre de cette double entrée auprès des entreprises, RSE,
donc développement durable, et l'entrée R&D. Aujourd'hui, le choix stratégique qui est fait par Bioxégie, c'est de rentrer plus par la porte de la R&D. Pourquoi? Parce que c'est là que les entreprises sont les plus réactives. Je veux chercher un produit qui est plus compétitif, qui me démarque de ma concurrence, qui me met en avance sur mon marché. Ça, c'est la réactivité de l'entreprise. Donc nous, on rentre par cette porte-là, et le biomimétisme se prête parfaitement à ça. Les espèces développent des fonctions très sophistiquées. Mais ça ne nous empêche pas, dans un second temps, de façon subtile et parfois même de façon un peu cachée par rapport à nos clients, d'aller chercher avec nos partenaires et avec les chercheurs avec lesquels on travaille de la soutenabilité, les logiques les plus soutenables possibles, quitte à le faire découvrir sur le fait à notre client qui se dit « Ah ben tiens, c'est vrai, j'y avais pas pensé, c'est pas si mal ». Il se serait peut-être braqué si on lui avait dit d'entrée de jeu, mais quand on lui met sur le fait d'une logique de soutenabilité dans une innovation, ça passe très bien. Et donc vous comprenez qu'il y a une subtilité à avoir là derrière. C'est pour ça qu'on a besoin vraiment de toutes les forces vives dans une bonne logique de cohésion. Alors, merci Ciné Rostand. Nicolas Buchou. On avance dans l'émission, il nous reste relativement peu de temps, mais on a encore... moi, je souhaitais qu'on aborde deux points. Le premier... Alors oui, justement, avant d'aborder nos points suivants, moi je vous propose une petite pause. Oui. Petite pause respiratoire et cette fois en chronique avec notre chronique gastronomique du jour. Bonjour Bruno Vigoureux. Bonjour Florence, bonjour à toutes et à tous. Pas facile la transition dans tout ce qu'on vient de dire. Bon, enfin, on va se détendre un petit peu. Alors aujourd'hui, on ne va pas se lancer dans un grand plat pour la famille, mais on va plutôt se faire un petit plaisir. Oui, car je vous propose une recette toute simple, toute facile et surtout délicieuse. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une salade de lentilles du Puy tiède au haddock. Vous allez voir, c'est un petit régal. On va faire une recette pour 6 personnes. Vous pouvez compter 20 minutes de préparation et une cuisson d'une trentaine de minutes. Il faut prévoir aussi un petit pochage pour votre haddock, mais je vais vous en parler tout à l'heure. Alors, vous avez besoin d'un filet de haddock de 600 grammes, 200 grammes de lentilles, un bouquet garni, du lait, 6 cuillères à soupe d'arachide, 3 cuillères à soupe de vinaigre de cidre, 1 cuillère à soupe de moutarde, du sel et du poivre. Pour commencer, vous portez de l'eau à frémissement et vous y versez les lentilles. Vous portez à nouveau à frémissement, puis vous les égouttez. Vous faites revenir à la cocotte l'oignon haché 10 minutes dans une cuillère d'huile. Vous ajoutez les lentilles, 75 centilitres d'eau et le bouquet garni. Vous couvrez et vous cuisez 20 minutes. Vous salez juste à la fin. Vous prenez votre filet de haddock, vous le mettez dans une casserole et vous le couvrez à hauteur de lait. Vous mettez à feu moyen. Dès que le lait bout, vous éteignez sous votre plaque et vous laissez ainsi pocher votre poisson. Dans un saladier, vous fouettez le vinaigre avec la moutarde, le sel, 3 cuillères à soupe d'eau de cuisson des lentilles et le reste d'huile. Vous égouttez les lentilles et vous ajoutez à la sauce et vous mélangez bien et assez longuement. Vous répartissez sur les assiettes de service ou sur un plat. Vous égouttez le haddock et vous détachez la chair en lamelles le long de la peau. Si vous voulez, juste avant de servir, vous pouvez même ajouter une petite échalote émincée et du persil pour porter un peu de couleur. Il ne vous reste plus qu'à amener le plat sur la table et vous allez voir, c'est un succès garanti. J'ai fait cette recette pas plus tard que dimanche dernier, c'était très agréable. Et puis, s'il en reste, on garde très bien 24 heures ou 48 heures au réfrigérateur. Et bien sûr, vous allez me demander qu'allons-nous boire avec ce poisson. Bien sûr, il y a des amateurs ici. Un petit à 10 degrés fera parfaitement l'affaire, à boire avec modération évidemment, n'est-ce pas Philippe? Allez, bonne cuisine à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup Bruno, à la semaine prochaine. Aujourd'hui, au bar de l'économie, nous parlons biomimétisme, biodiversité avec Nicolas Buchou, président du Cercle Grand Paris, Thierry Laquitaine, président de Circolab et directeur ISR chez AEW, Alain Renaudin, fondateur de Biomime Expo et de New Corp Conseil, Hélène Soubelet, directrice générale de la FRB, la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, et Sidney Rostand, co-créateur de Bioxégie. Alors on va aborder notre troisième thème, Nicolas, si vous voulez bien. Notre thème, c'est plus sur le climat, l'environnement et les nouveaux paramètres pour l'industrie immobilière. Donc, qu'en est-il de la coopération, la compétition, construction, qu'en est-il? Alors justement, moi je souhaitais qu'on puisse réexaminer quelques instants avec Hélène Soubelet l'actualité, puisque on parle d'un certain nombre de sujets
Et il y a également aujourd'hui un chemin de négociation internationale pour que les questions de biodiversité passent d'un ensemble de multiples questions avec des contradictions, etc., à quelque chose de plus normé, comme on a sur le climat, comme on a sur un certain nombre d'autres sujets. Et peut-être Hélène nous rappeler en quelques minutes, et ensuite on conclura avec nos autres intervenants du jour, ce qui se joue par rapport à la préparation de deux grandes manifestations. Le congrès de l'Union internationale de conservation de la nature, qui doit avoir lieu à Marseille au mois de juin 2020, et puis la COP, comme il y a une COP sur le climat, la conférence des parties sur la biodiversité en Chine à l'automne prochain. Oui, donc effectivement, on est sur une trajectoire 2020 parce que donc on parlait tout à l'heure de la prise de conscience, c'est vrai qu'elle se joue au niveau des politiques, elle se joue aussi au niveau des acteurs économiques. Je rappellerai juste que la FRB, on a un COS, donc un conseil d'orientation stratégique avec 240 parties prenantes, dont les entreprises, les grandes entreprises. Donc on n'est pas du tout dans la méfiance, mais on est plutôt dans la collaboration. On a mis 10 ans à obtenir une compréhension mutuelle entre les chercheurs et les acteurs. C'est pas facile, et c'est vraiment ce qui se joue en 2020. C'est-à-dire que on a ce premier congrès mondial de l'UICN, l'Union de la conservation pour la nature. En fait, ça c'est majeur, parce que la conservation, c'est une des solutions pour que ça puisse, pour que la biodiversité puisse être sauvée. Les chercheurs annoncent qu'il faudrait 40% d'air protégé, avec des activités humaines à faible impact, pas d'activités humaines du tout, mais des activités humaines à faible impact pour qu'on soit sur une trajectoire durable. Et ça, c'est vraiment l'enjeu du congrès UICN, congrès au cours duquel, théoriquement, nous devrions avoir une coalition des acteurs qui vont s'engager pour passer aux actions concrètes, non pas aux bonnes intentions, mais aux actions concrètes pour la biodiversité. C'est vraiment ce dont on a besoin pour 2020. Il va se passer aussi, je pense, des sommets à haut niveau. Alors, on espère au niveau des chefs d'État. Ça, c'est vrai que ce serait vraiment très bien. À peu près de la même manière que ça s'est passé pour le climat, pour la COP 21. Donc ça, c'est l'enjeu de la COP 15. Donc ça, c'est une COP politique pour que les États au niveau international se mettent d'accord sur les grands objectifs et sur les actions à engager pour atteindre ces grands objectifs. Il ne s'agit plus de faire uniquement des déclarations d'intention, il s'agit maintenant de passer à l'acte. En gros, les chercheurs disent qu'on a 10 ans pour agir, c'est-à-dire qu'entre 2020 et 2030, on a 10 ans pour sauver la biodiversité. Si on n'y arrive pas collectivement, et quand je dis collectivement, c'est tout le monde, c'est y compris le citoyen, c'est évidemment l'industriel, puisque c'est là où sont les moyens financiers, les grands financiers, mais c'est également le citoyen dans ses actes quotidiens. Il faut qu'on soit tous conscients qu'on n'arrivera pas à résoudre le problème de la biodiversité avec uniquement les convaincus de l'environnement. Parce qu'en fait, les chercheurs, ils alertent depuis les années 60. Donc il y a aussi un espèce de découragement dans la communauté scientifique de dire mais moi ça fait des années et des années que j'avance et finalement il ne se passe rien. C'est pour ça que j'ai posé la question un petit peu polémique, j'en suis désolée, mais c'est une vraie question, c'est-à-dire que il y a le monde de ceux qui cherchent à comprendre la biodiversité, comment elle évolue et comment elle va s'adapter aux impacts humains, et puis il y a ceux qui profitent de la biodiversité. Et je pense que voilà, à la Fondation on essaye de se faire parler les deux. Nicolas pourra en témoigner, ce qui fait de notre COS, on a réussi quand même dans une certaine mesure, mais maintenant il faut vraiment que ça se concrétise, et notamment financièrement. Je suis désolée d'en parler. Et alors pour que ça se passe, qui doit agir? Est-ce que c'est la puissance publique? C'est vous, Thierry L'Aquitaine, les investisseurs qui représentez des investisseurs, est-ce que c'est vous qui devez impulser? Est-ce que c'est tout le monde? Tout le monde a sa part à prendre dans ce combat, dans cette guerre dont parlait Emmanuel Macron. Parce que le sujet est global dans ses causes et dans ses conséquences. Et je pense que la crise dans laquelle on est aujourd'hui, c'est aussi une crise de la responsabilité. À la fois responsabilité individuelle, responsabilité collective, responsabilité des acteurs. On est tous d'accord pour dire que la biodiversité c'est important, pour dire que l'environnement est important à titre individuel. Malheureusement, lorsqu'on franchit la porte des entreprises, il y a une espèce d'irresponsabilité qui s'installe. Et cette irresponsabilité a été simplement institutionnalisée juridiquement. Et on constate depuis 5 ans une montée en puissance des contentieux liés au changement climatique, puisqu'on avait il y a 5 ans environ 100 actions en cours, il y en a 1500 aujourd'hui, avec des États et des entreprises qui sont attaquées. Finalement, des innovations de Circolab, c'est cette capacité de mettre en mouvement l'ensemble de l'industrie. On a aujourd'hui plus d'une 60aine d'entreprises qui travaillent ensemble autour de ce sujet. Alors il nous reste 1 minute d'antenne, mais Alain Renaudin, vous n'avez pas l'air d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. On puisse caricaturer en disant que tous les hommes et les femmes qui travaillent dans les entreprises sont des affreux vilains. On a tous des consciences environnementales et sociales, et c'est pas parce qu'on met en place un numéro vert que le phénomène s'accélère. C'est un révélateur.
Et donc aujourd'hui, il y a de plus en plus d'actions en justice contre les acteurs économiques, parce que cette prise de conscience, elle évolue, et parce qu'il y a ce péril qui évolue. Et c'est plutôt une bonne chose. Mais il y a beaucoup de bonne volonté dans les sphères publiques et dans les sphères privées pour avancer dans cette direction-là. Moi, je voulais juste en 10 secondes terminer sur le fait qu'il y a la biorespiration, cette idée du vivant comme modèle, c'est un formidable outil de pédagogie et de réémerveillement sur la biodiversité. Nous, on le voit moi j'interviens même en classe de 3e dans des semaines d'orientation. Redécouvrir le vivant comme modèle, c'est réaimer à nouveau et se réémerveiller sur le vivant. Alors nous, les pays industrialisés, on est peut-être, en tout cas nous en France, on en a conscience. Qu'en est-il au niveau international, Nicolas Buchon? Je pense qu'au niveau international, cette prise de conscience, elle se fait en particulier en ville, les villes sont les principaux moteurs de destruction de la biodiversité à grande échelle à cause de ces liens d'interdépendance dont on parlait, mais ce sont aujourd'hui les creusets où s'invente aussi le respect et la construction d'une nouvelle biodiversité partagée. Merci à tous pour vos interventions magnifiques d'aujourd'hui. On vous retrouve bien sûr dès demain pour un nouveau bar de l'économie. Bonne journée. C'est chaud, hein? Oui, bien sûr. Il faut terminer. Et après. J'ai sauvé vos oreilles avec ça va pas vous allez entamer la personne. Bon, alors là, il faut vraiment patienter parce qu'il y a des problèmes d'antenne. Mais en fait,